Être ingénieur généraliste, c'est s'ouvrir les portes d'une constellation de métiers et de domaines d'activité. Un univers à part entière où tout semble possible. Mais que fait-on concrètement quand on est ingénieur ? On peut passer près de 40 ans chez Renault en grimpant les marches de la hiérarchie, être directrice technique d'une des plus grandes entreprises du Cameroun, avoir la tête dans les étoiles auprès des fusées Ariane à Kourou, voyager à travers le monde pour développer l'engagement social, créer sa propre société visant à révolutionner la sécurité dans les transports ou encore déployer son potentiel dans le domaine de ses rêves. Le métier de chef de produit, ça a été un métier de passion. Je dois avouer que ça a été probablement un des jobs les plus fun que j'ai eu de ma carrière. C'est vrai que si on m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, si on m'avait expliqué ce job-là dans ce contexte-là, probablement qu'en tout cas ça m'aurait plu. Je suis Camille Schneller. Vous écoutez la 2e saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. Au quotidien, je m'occupe de la communication de l'ICAM sur le campus de Toulouse. Et chaque année, je suis impressionnée par la diversité des métiers dans lesquels s'épanouissent tous ces anciens élèves. C'est de cette multitude de perspectives dont j'aimerais vous parler. Soyez prévenus, chers futurs ingénieurs, votre champ des possibles est immense. Pour que vous puissiez le découvrir par vous-même, nous avons échangé avec Tommy, Jérôme, Isabelle, Alice, Benoît et Romain. Ils nous racontent leur parcours, de leurs années d'études à l'ICAM à leur poste actuel. Pour ce premier épisode, nous avons discuté avec Tommy Mossin, en plein tournant de sa carrière. En 11 ans chez Michelin, il a pu explorer plusieurs domaines d'activité, plusieurs lieux de vie et surtout, plusieurs métiers. De vendeur de pneus à directeur Europe de la branche expérience, il nous raconte son parcours. Quand j'étais petit, j'habitais donc en banlieue parisienne. J'avais quand même pas beaucoup de verre. Il y avait pas la mer. J'avais pas de forêt à proximité. Pour moi, la voiture, c'était un peu l'évasion. C'est vrai qu'assez tôt, quand je voyais mes parents au mois d'août, on partait tout le temps 3 semaines, 1 mois en Bretagne. Et à ce moment-là, c'est vrai que la voiture, c'était le moment de liberté qui arrivait, la bulle d'air en fait de l'année. Et du coup, j'ai toujours eu cette attirance pour le fait de pouvoir partir avec la voiture. Ensuite, j'ai grandi un petit peu, j'ai intégré un lycée dans une ville qui s'appelle Saint-Denis, qui est en banlieue parisienne. Alors en fait, la dernière année, je l'ai passée plus chez mes grands-parents que chez mes parents, parce que mes parents sont partis avant. Ils ont déménagé en 2000, et donc moi j'ai eu mon bac en 2001. Et donc moi je voulais terminer mon bac dans le même lycée. Ça faisait quelques années que j'étais là, c'était un collège et lycée à la fois. Et donc je voulais terminer le bac dans ce même lycée. Et donc quand ils sont partis, je suis resté 1 an chez mes grands-parents jusqu'au moment où j'ai pu passer mon bac S. Après, en termes de choix, je savais pas encore vraiment quoi faire. Honnêtement, je savais que je voulais aller vers des études d'ingénieur, mais quelle école, que faire, je savais pas trop. Et donc j'ai voulu faire une prépa. Je me suis dit que ça allait m'ouvrir plus de portes. J'ai intégré donc un lycée en Bretagne, donc j'ai rejoint mes parents en 2001 et pour faire une prépa en maths sup. Quand je suis arrivé en Bretagne, ça a été une année un peu difficile dans ma vie parce que ça faisait déjà 17 ans que j'habitais au même endroit et j'ai toujours été en ville, donc en banlieue parisienne. Et j'avais vraiment envie d'aller au vert, d'aller à la mer. Parce qu'on y allait en vacances, ça me faisait rêver. Mais je savais pas ce que c'était d'y vivre au quotidien en fait. Le premier truc que j'ai découvert qui m'a un petit peu posé problème, c'est que j'avais beaucoup de transport. Et pour aller donc à l'école le matin, j'avais 1 heure de quart. J'étais seul au départ parce que je connaissais personne, je venais juste d'arriver, avec une amplitude horaire en tout cas importante en maths sup. Beaucoup de travail, donc ça n'a pas été une très très bonne année. Et en plus à ça, c'est rajouté le fait que j'ai retrouvé beaucoup de théorie. Je pensais que ça allait être fini une fois que le lycée était derrière moi, et en fait non, pas du tout. Avec toutes ces nouveautés et un peu de déception sur plusieurs aspects au niveau personnel, au niveau de l'école, j'ai dû faire un choix en fait. J'ai dû changer un peu mon fusil d'épaule. Et là, j'ai décidé de me réorienter. Ce que je voulais en fait, c'était pouvoir tester différents métiers ou différentes choses. Je savais que j'étais attiré par la technique, je savais que j'étais attiré par le milieu de l'industrie aussi m'attirait beaucoup parce que ça m'impressionnait aussi. Mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire et je me dis mais comment mettre les chances de mon côté. Et donc là,
J'ai fait des recherches, j'ai été sur des salons, j'ai regardé en me disant mais est-ce que je peux pas continuer à vouloir faire un peu ingénieur, ce qui me semble selon moi m'ouvrait le plus de portes, avec une formation par alternance. Comme ça, j'aurais pu m'essayer à différents métiers. J'ai trouvé une école qui était juste à côté, qui était donc l'ICAM, et qui, selon moi, correspondait à tous les critères, vu que c'était une formation sur 5 ans avec 2 ans de préparation mais intégrée, et avec un cycle alternance. Ça me semblait répondre à l'ensemble des critères de mon cahier des charges, pour prendre quelques termes d'ingénieur. Je connaissais quelques ingénieurs, pas beaucoup non plus, parce que j'étais issu d'un milieu qui était quand même assez modeste, donc j'avais honnêtement pas beaucoup d'ingénieurs ou de gens qui avaient fait des formations supérieures. Ingénieur, pour moi, quand j'essayais de me projeter, je me voyais soit en train de travailler sur... justement dans des grosses usines où il y avait des machines très compliquées avec des robots, parce que les robots c'était, on parle d'il y a une vingtaine d'années maintenant, ça me faisait rêver, c'était encore le début de certaines technologies, notamment de communication, tout ce qui était le sans fil, tout ça, ça paraît maintenant un petit peu simple, mais c'était pas forcément si évident à ce moment-là. J'avais quelques domaines qui me faisaient en fait un peu rêver. J'avais des domaines que je visualisais en tout cas, des centrales nucléaires, des choses comme ça. Je voyais des choses très complexes et je me dis peut-être que moi un jour aussi je pourrais travailler dans quelque chose de compliqué comme ça, de grand, de gros, avec. Quand on est gamin, on est impressionné par la taille aussi. Alors quand s'est posé la question de dans quelle entreprise aller, j'en ai cherché plusieurs. Et puis j'étais fait des entretiens, des entretiens de recrutement, ce qui d'ailleurs était un petit peu nouveau parce que j'avais fait des stages pendant les 2 premières années. Là, c'était vraiment un entretien d'embauche. Donc avec plusieurs personnes qu'on rencontrait dans l'entreprise, parce que on s'engageait sur 3 ans. Et donc là, j'ai été voir plusieurs entreprises et il y en a une qui m'a particulièrement marqué, qui était à Lorient, qui est celle que j'ai intégrée, qui d'ailleurs était plutôt une petite entreprise, une PME. À l'époque, ça s'appelait Disaserf, basée à la Nester. Leur domaine de spécialité, c'était les machines pour les fonderies automobiles. J'ai beaucoup aimé le domaine. En fait, c'est une entreprise qui vendait dans le monde entier. Ils faisaient tout de A à Z. À la fois une notion d'achat, une notion de vente des machines, une notion de conception, d'installation, de suivi. Et donc je me suis dit, mais dans cette entreprise-là, je verrais tout de A à Z, comment ça fonctionne au niveau industriel. Ce qu'ils m'avaient proposé, c'était de pouvoir en fait évoluer et potentiellement à la fin de mon cycle, de faire un test de chef de projet. Donc de gérer une équipe de dessinateurs. Et c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que c'était un vrai projet en fait. Donc là, je suis en effet arrivé dans l'entreprise, j'ai commencé en tant que dessinateur et j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis pendant plusieurs mois pour aller chez un client. J'ai eu plein d'expériences qui m'ont vraiment beaucoup appris. J'ai ensuite pu exercer en tant que chef de projet sur quelques projets, dont un petit notamment qui était en Slovénie par exemple. Et donc là-bas, j'avais ce rôle-là de coordination. Donc je coordonnais plusieurs personnes pour réussir à délivrer le projet dont j'avais la charge. Et donc au cours de ces 3 ans, en parallèle donc de cette expérience en entreprise, j'avais la formation donc à l'ICAM. Il y avait quand même une vraie diversité des cours. C'est-à-dire que j'avais des cours théoriques et des matières généralistes comme c'était le cas avant, et c'est ce à quoi je m'attendais aussi. Donc bien entendu tout ce qui est mathématiques. Mais à côté de ça, j'avais des matières qui étaient vraiment orientées sur l'ingénierie. Donc là, on a commencé à pousser plus loin le curseur que ce que j'avais vu avant sur la mécanique, sur l'électronique, sur l'informatique aussi. On avait tout ce qui était automatisme. Donc là, on travaillait sur des machines. Et là, pour le coup, j'apprenais beaucoup parce que c'était vraiment lié à mon domaine professionnel côté entreprise. Donc l'avantage, en effet, c'est que on sort avec déjà un mini CV. Après ces 3 ans, donc en quittant l'ICAM, j'avais déjà pu faire des stages, pour vous citer quelques entreprises, mais j'avais été par exemple en stage pendant mon premier cycle, donc sur un domaine qui n'a rien à voir dans les canoës, donc dans les kayaks de mer, chez Plasmore, une entreprise qui était à Vannes. J'ai fait 2 stages, donc j'ai adoré cette entreprise-là. J'étais passé sur des missions d'organisation industrielle dans l'automobile à Rennes. J'avais pu aller à la DCN, donc travailler sur l'acoustique des sous-marins à Brest. Et bien sûr, j'avais fait toute mon alternance pendant 3 ans dans les machines de parachèvement pour les fonderies automobiles. Donc ça veut dire que quand je suis sorti en fait de l'ICAM, j'avais déjà vu pas mal de choses et j'avais déjà pu voir ce qui aussi pouvait me plaire. Et donc c'est là où je me suis dit oui, je pense que je suis prêt en tout cas déjà à faire un choix de manière un peu plus claire que 5 ans auparavant. L'avantage d'être en alternance, c'est que j'ai pu aussi acheter un appartement par exemple.
parce que tout simplement j'avais un petit salaire et donc j'ai pu acheter un appartement sur Vannes, que j'ai toujours d'ailleurs, donc après 14 ans. J'ai rencontré aussi ma copine à l'époque qui est devenue ma femme depuis, donc avec qui je suis toujours, et on a eu 2 enfants. Ça a été vraiment une belle période. Je m'amusais en entreprise, j'apprenais beaucoup à l'école, je connaissais beaucoup mieux l'endroit dans lequel je vivais. D'un point de vue personnel, ça se passait bien, donc ça a été une belle période d'épanouissement. Ça m'a permis aussi de commencer à plus me projeter. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je vais peut-être encore continuer un petit peu d'apprendre 2-3 choses qui me manquent. C'est vrai que c'est un peu, je dirais que c'est un peu un fil conducteur dans mes études, c'est que j'ai toujours voulu, c'était pas de la gourmandise du tout, c'est juste que je voulais avoir plus de connaissances pour m'assurer de faire le bon choix et m'assurer d'avoir surtout la possibilité de faire un choix. Je me suis aussi rendu compte pendant mes études qu'en fait j'excellais pas dans un domaine. Je me débrouillais bien un peu partout, mais j'étais pas très bon dans un domaine. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit peut-être que je devrais continuer un petit peu, enrichir ma palette, comme ça, j'aurais peut-être plus d'atouts dans ma manche pour pouvoir performer en entreprise dans mon futur job. Et j'ai postulé ensuite à un master spécialisé à l'ESSEC. J'ai eu la joie de voir que j'ai été pris au master donc spécialisé qui s'appelait Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales. Et donc je retourne sur Paris, avec l'envie de redécouvrir autre chose, de nouveau, et puis aussi orienter un peu plus mes études vers l'étranger. Et donc j'ai pris le pari et puis je suis allé à l'ESSEC et ça a duré 1 an, un peu plus d'1 an. Ça a été une continuité, j'ai adoré ce que j'ai appris à l'ICAM, j'ai adoré ce que j'ai appris là, ça venait compléter ce que j'avais appris à l'ICAM. Et donc là je suis parti faire un stage ensuite dans un domaine qui n'avait rien à voir. J'ai fait le pari d'aller en finance pour me dire que, en fait, c'était plus un test pour valider quelque chose que je pensais, qui ne collerait pas bien à mes envies. Mais donc je suis allé quelques mois donc faire un stage et donc écrire aussi donc une thèse de fin de master spécialisé chez BNP Paribas. Et j'étais dans la filiale de la banque de détail, donc tout ce qui est lié aux agences dans lesquelles on va nous tous qui avons un compte bancaire. J'ai pas beaucoup aimé en fait le milieu, j'ai pas forcément aimé le fait que le produit soit de l'argent en fait. Et donc ça a validé ce que je ressentais un petit peu avant et je me disais j'ai été voir, j'ai pas de regrets. Ça m'a apporté beaucoup d'un point de vue personnel et d'un point de vue scolaire, on va dire. Mais par contre, j'ai pas voulu continuer dans ce domaine-là. Et donc là est venu le moment le moment fatidique où je devais vraiment faire un choix. Est-ce que je vais travailler, est-ce que je continue à faire autre chose? Et donc à partir de ce moment-là, mon objectif c'était de devenir chef de produit. Chef de produit, c'est en fait être responsable donc d'un produit sur l'ensemble de la palette d'outils qu'on a à disposition en entreprise. C'est vraiment être le père un petit peu d'un produit et porter ce produit sur tous les aspects des différents métiers qu'on peut avoir en entreprise. Pour moi, c'était surtout en fait le bon moyen d'allier les connaissances d'ingénieur et les compétences que j'avais acquises pendant ma formation à l'ICAM et les connaissances plutôt, je dirais, que j'avais acquise pendant ma formation à l'ESSEC. D'un point de vue plus personnel aussi, le rôle de chef de projet, c'est un peu un rôle de je dirais, tentaculaire. Ça veut dire qu'on est en relation un peu avec l'ensemble des services. Moi, j'aime bien être en relation avec les gens, j'aime découvrir les personnes. Et donc là, en fait, quand on fait à l'ESSEC, quand il y a des salons, en fait, où les entreprises peuvent venir exposer pour essayer donc de capter des étudiants. Et j'avais été une première fois en contact avec Michelin pour le stage, en fait. Donc là, je parle de Michelin parce que c'est l'entreprise que j'ai intégrée après. Et je me voyais bien dans l'automobile, ou sinon, en tout cas l'industrie, parce que ce manque de produits que j'avais pendant la finance, je savais en fait que j'aurais pas pu m'épanouir si j'avais pas un produit concret que je voyais au cours du cycle de développement jusqu'à la commercialisation, qui a ensuite été utilisé par des personnes. Et je me suis dit, ce qu'il me faut, c'est probablement un milieu plus industriel. Et donc là, j'ai été de nouveau en contact avec Michelin, et puis j'ai beaucoup aimé la façon d'aborder le recrutement chez Michelin. C'est ce qui m'a fait décider en grande partie. J'ai eu une bonne image de l'entreprise. Ils l'ont présenté, ils m'ont expliqué les différents métiers sur lesquels on pouvait rentrer. Puis ça s'est bien passé, j'ai été validé à ce premier tour. L'étape d'après, c'était d'aller à Clermont-Ferrand, au siège, pour pouvoir faire une journée entière d'entretien, pendant laquelle j'allais rencontrer des personnes très différentes dans le métier pour lequel je postulais. Et donc moi là je postulais clairement ce que j'avais mis comme souhait, c'était d'être chef de produit. Et donc on rentre pas directement chef de produit en étant junior comme c'était mon cas en sortie d'école quasiment. Et j'ai adoré donc le cycle, la dynamique de la journée.
En fait, j'ai rencontré des personnes intéressantes, des personnes ouvertes, humbles, simples. Il y a deux détails qui m'ont marqué, par exemple, mais qui correspondent bien à mes valeurs. Le midi, quelqu'un en fait m'a accompagné au restaurant, et donc ça c'est quelque chose. Je me suis dit, c'est une attention en tout cas aux potentielles futures personnes employées. Puis le deuxième petit détail aussi, c'est la notion de la précision et des process. Je suis reparti le soir. Mon billet de train était remboursé avec du liquide dans une enveloppe qu'on m'a remise. Encore une fois, respect des personnes. Je me suis dit, peut-être que je serais pas pris, et pourtant, je suis rentré chez moi le soir un peu bouleversé en me disant, cette journée m'a quand même marqué. Très rapidement après, j'ai eu un coup de téléphone en me disant, on vous fait une offre, qui était en fait une offre de parcours. Donc, ce qu'on m'a proposé chez Michelin, c'est en fait, on m'a dit, on va vous tester sur un job de vente, donc de responsable commercial pour vendre des pneus. On va voir comment vous vous intégrez dans l'entreprise. Et en fonction de ça, on vous fera évoluer et vous verrez, on vous proposera un parcours. Et vous aurez une personne dédiée pour travailler avec vous sur votre parcours dans l'entreprise. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, c'est que j'avais quelqu'un qui s'occupait en fait de mon développement, qui n'était pas mon chef. Ce qui, pour moi, jusqu'à maintenant, dans les entreprises dans lesquelles j'avais travaillé, je n'avais jamais vu ça. On m'a dit que je pourrais aller à l'étranger aussi plus tard. On m'a aussi confié que je pouvais changer de domaine, de métier. Passer du marketing à la communication, à la vente, mais même plus radicalement de ça, retourner dans l'industrie si j'en émettais le souhait en fait. Et je me suis dit, mais c'est ça correspond à moi, parce que je sais pas ce que je veux faire. Donc c'est moi en fait. Et donc j'étais responsable commercial pour la vente de pneus 2 roues, donc tout ce qui est motos et scooters sur la région parisienne. C'était très différent de ce que j'avais fait avant. Ça a été une super expérience. Je me suis fait un réseau intéressant sur Paris. J'ai rencontré des collègues très sympas. Et très rapidement, au bout d'1 an et demi, en fait, on m'a proposé de passer sur un job de chef de produit. Et donc là, j'étais content parce que c'était mon objectif qui en fait allait se réaliser assez rapidement. Plus rapidement, peut-être même que ce que j'avais espéré. Je suis resté toujours dans cette division donc 2 roues où il y avait donc on gérait en fait les pneus moto et scooters. J'ai déménagé à Clermont, de Paris à Clermont. C'était en 2010, en septembre 2010, pour prendre ce poste qui était donc au siège. Alors c'est un jargon interne que je vous épargnerai, mais c'est le rôle qui globalement consiste à capter tous les besoins des clients, à les retranscrire dans des cahiers des charges pour dire voilà, nos clients ils ont besoin de ça comme pneus. Donc il y avait certains aspects très sympas parce que dans la palette des produits que j'avais en gestion, j'avais aussi bien de la moto off-road, donc je dirais par exemple des pneus pour les motos cross ou les enduros pour les passionnés, mais j'avais aussi des motos de route et j'avais aussi des motos qui allaient sur circuit. Donc pour vous donner un petit exemple qui m'a fait un peu rêver quand je suis arrivé, j'allais sur des circuits en Italie, en Espagne ou dans les différents pays de la moto pour capturer les besoins de nos clients et comprendre ce qu'ils voulaient. Et donc là, mon rôle, c'était vraiment de mettre dans la peau des pilotes. Ça, j'essayais de le transcrire le mieux que je pouvais dans des cahiers des charges, qu'ensuite je transmettais au centre de recherche pour qu'ils puissent concevoir un pneu qui réponde à ses besoins. Ensuite, il était testé. Donc là, souvent, j'assistais aussi aux tests. Je regardais les différents modèles, comment ça se passait, est-ce qu'on arrivait à atteindre les performances qu'on avait visées. Et donc ensuite, après, on passait sur une phase d'industrialisation. Donc là, il y avait l'usine qui commençait à travailler pour industrialiser les modèles et pouvoir les produire. Donc, en l'occurrence, ces pneus-là étaient produits à la frontière franco-espagnole, donc très proche de Clermont, parce que c'est des pneus qui étaient envoyés ensuite dans le monde entier. Et donc ensuite, il y avait la phase de commercialisation. Et donc là, on mettait le pneu sur le marché, avec donc un lancement. En général, on allait sur des circuits pour faire des démonstrations. On a invité des journalistes, on a invité des clients. Et puis là, je pouvais expliquer à la presse, expliquer à nos clients ce que j'avais compris de ce qu'ils voulaient et ce qu'on avait essayé de faire dans ce nouveau produit. Et vu que c'est quand même en général un domaine de passionnés, il y avait toujours une très bonne ambiance, les gens étaient contents. Et puis si on avait bien réussi notre job, si j'avais bien notamment réussi mon job, quand on faisait les essais, les clients et les journalistes repartaient en disant dis donc, vous avez fait un sacré progrès, c'est un super produit, on est content, ça va faire un carton. Et comme ça s'est bien passé, une des personnes avec qui je collaborais, en fait, qui était donc le responsable commercial, le directeur commercial pour l'Europe, qui m'a proposé en fait de rejoindre son équipe pour aider en fait à vendre les produits que j'avais sur lesquels j'avais travaillé en tant que chef de produit. Et donc là, il m'a proposé de venir prendre le poste de directeur marketing Europe pour toujours la division d'Euro. Et c'était en 2013. Et donc là, mon rôle était de coordonner l'équipe
marketing sur l'Europe pour pouvoir faire en sorte que on arrive à vendre les pneus au meilleur prix, je dirais, dans les bons endroits, donc avec les bons réseaux de distribution. De faire en sorte de faire les bonnes prévisions de vente aussi pour réussir à avoir les pneus, parce qu'il faut les produire, donc il y a un aspect qui est pas non plus négligeable. Il fallait faire les bonnes prévisions et surtout de bien communiquer. J'avais une super équipe qui était répartie un peu aux quatre coins de l'Europe. Donc j'avais des équipes en Espagne, donc basées à Madrid. J'en avais bien sûr en France, basées à Clermont-Ferrand pour gérer la France, donc au Benelux, en Angleterre, en Allemagne. Il y avait des personnes en Italie. Et puis par la suite, un peu après, sur la Russie. Et en fait, ça m'a permis encore, de voyager, de découvrir des personnes, découvrir des endroits différents. Et pendant cette expérience-là, j'ai eu un nouveau challenge que j'avais pas forcément eu jusqu'à maintenant, un tout petit peu avant, mais celui de management. C'était un peu la première équipe que je prenais avec une vraie responsabilité. Et ça s'est bien passé. Je me suis beaucoup amusé sur ce poste-là aussi, pour des raisons différentes du poste d'avant, parce que j'avais plus la main. J'étais plus chef de produit, donc un peu au centre, on va dire, de toutes les interactions avec les services. Plus du tout, parce que j'étais dans une région, j'étais plus sur un périmètre monde comme c'était le cas auparavant. Mais par contre, j'ai eu des vrais échanges d'équipe. Puis c'était du management à distance, donc pas forcément simple. Je veux dire, manager des gens qui sont postés à différents endroits, c'est pas très simple. Et j'étais encore un peu jeune. Et j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup amusé, et je dirais que ça a été une expérience gratifiante. En fait, ça s'est bien passé, et j'ai fait quelques projets, on va dire, qui ont attiré un peu le regard du groupe. On m'a dit, tu voulais partir à l'étranger, on a un challenge, et donc en fait, le challenge que j'ai relevé, ça a été de partir en Italie, à Milan, pour prendre la direction marketing de l'équipe Italie. Donc là, j'étais encore sur un périmètre géographique plus petit, mais par contre, j'ai changé de division. Je suis passé dans la division automobile, où donc là, les chiffres d'affaires sont d'une toute autre mesure. On parle de vente... Vraiment, c'est plus un domaine de passionné, c'est un domaine grand public. Donc c'était un vrai challenge qui me faisait un petit peu peur aussi, parce que je me disais, pays dont je parle pas la langue, avec une équipe de plus de 10 personnes, dans une division que je connais pas. Donc c'était un vrai challenge. Puis en plus, ma femme a accouché au mois de février 2016 de notre première fille. Donc tout ça mis ensemble avec un déménagement au mois de mars, je me suis dit ça va être un vrai challenge. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Et puis finalement je me suis dit on y va. on a cette opportunité de partir. On va surtout pas dire non, ça fait des années qu'on l'attend et en fait c'était un projet de vie là, donc c'était un projet que j'avais avec ma femme. Puis en plus, je dois avouer que j'ai toujours été passionné par l'Italie. C'est un pays que j'adore. J'avais passé beaucoup de temps en Italie dans mes 2 jobs précédents parce que c'est le pays de la moto. Et ça m'avait appris à l'aimer encore plus, ce pays-là. Et donc 3 mois avant de partir, je me suis mis à faire des cours d'italien. Et puis donc on est parti en mars 2016 à Milan. Et donc là, forcément, en arrivant, j'avais de l'appréhension en me disant est-ce que je vais réussir à bien faire, parce que je connaissais personne et je connaissais pas le domaine, donc du coup forcément je me suis un peu remis en cause en me disant est-ce que j'ai le bon plan pour réussir à faire en sorte que ça marche. Et puis là j'ai pris quelques décisions dès mon arrivée en fait, qui je pense ont été structurantes pour mon expérience en Italie. Parmi ces décisions, il y en avait une qui était de dire j'ai demandé à toute mon équipe qui parlait parfaitement soit anglais soit français de me parler qu'en italien. C'était pour moi inconcevable en fait d'habiter en Italie, dans un pays dont la langue est quand même très belle, de ne pas la parler. Et puis ça m'aurait pas permis de comprendre la culture et donc d'être moins efficace en management. Donc je me suis dit ça c'est quelque chose que j'acte dès le départ. Et je me le suis appliqué et ça m'a aidé parce que quelques mois après je parlais italien. L'autre décision que j'ai prise aussi, c'était aussi de passer beaucoup de temps avec l'équipe. En me disant là c'est un vrai poste de manager hiérarchique que j'ai avec une équipe qui a beaucoup souffert parce qu'il y avait eu 4 changements de manager en 4 ans, donc c'était vraiment pas un cas classique. Et je me suis dit ma priorité ça va être l'équipe et le développement de l'équipe. Et je dirais que ça s'est soldé par une expérience positive, bien que la fin des 2 ans que j'ai passé là-bas, c'est assez court, j'avais un projet de réorganisation. J'ai dû en fait changer pas mal de choses dans les équipes et travailler sur une organisation future dans laquelle il y avait plus qu'un seul poste marketing pour l'ensemble de l'Italie. Et donc j'ai proposé que ce soit un local qui prenne ce poste-là. Et donc ça a été un peu la fin de mon expérience italienne dans laquelle et on était un petit peu trop nombreux sur l'équipe de direction du pays. Et donc après ça m'a ouvert des portes pour changer et passer sur l'expérience d'après en fait. Ces 2 années en Italie ont été parmi les plus belles de ma vie, si ce n'est les 2 plus belles années de ma vie. Ça, c'est indéniable, pour beaucoup de raisons.
La première, c'est que on a eu l'arrivée de notre fille qui a grandi, qui a passé les 2 premières années de sa vie en Italie, qui a appris à parler en italien parce qu'elle allait à la crèche italienne avec un accent italien. Enfin, c'était émouvant. Ça a été vraiment un super moment. On a beaucoup voyagé en Italie, mais j'ai découvert l'Italie de manière différente de ce que je la connaissais avant. Je me suis fait des vrais amis. Gastronomiquement, j'ai passé 2 années à me régaler. J'ai fait beaucoup de sport dans les lacs, dans le nord d'Italie, dans le lac de Côme, le lac Majeur. J'allais faire du VTT. Ça a été vraiment 2 années magnifiques. Et j'en garde un souvenir. Je suis pas prêt. Ouais, c'est sûr que je suis pas prêt de l'oublier, ça. On a déménagé donc en mars 2018. On est parti à Budapest pour prendre un poste de directeur marketing et de la stratégie pour une des divisions du groupe. Et j'ai récupéré aussi une équipe en direct qui était en phase de transition en fait. Il y avait eu un gros changement organisationnel, donc qui était le même en fait que ce que j'avais vécu en Italie, vu que c'était une réorganisation du groupe. Donc là, j'ai dû accompagner l'équipe en fait et transformer aussi l'équipe vers une nouvelle orientation. Donc ça a été assez dur parce que j'ai changé en fait 90% de l'équipe. J'ai dû faire des choix un peu forts en licenciant des gens, en faisant des ajustements de réduction d'équipes, en réorientant certains jobs. Si je compare par rapport à l'Italie, j'ai appris et j'ai passé des années vraiment où je me suis amusé. Là, les 2 années à Budapest, pour moi, c'était des années pendant lesquelles j'ai beaucoup appris. Et à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel, sur moi-même. Au-delà de ça, j'ai adoré Budapest. Et ça a été le cas aussi de ma famille. Donc là, on a eu, et le jour où on déménageait, en fait, pour la petite histoire d'Italie à Budapest, ma femme m'a dit qu'elle était enceinte. Elle l'a appris ce jour-là. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe avec les déménagements. Donc j'ai beaucoup d'attaches pour Budapest, pour plusieurs raisons, mais dont celle-là. Mon fils est né à Budapest, j'y ai passé 2 années et demie riches. J'ai rencontré aussi beaucoup moins de personnes qu'en Italie, c'est un pays plus fermé, mais quelques personnes par contre vraiment de grande valeur avec qui je sais que je resterai en contact pour très longtemps pour le coup. S'il y a un point de satisfaction que je retiens de mes expériences de management, c'est de voir grandir les personnes. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on est restés ensemble, l'équipier a changé en positif, s'est amélioré, a appris, a réussi à se développer. Après, il y a des moments plus difficiles. Dans certaines situations, on doit changer les personnes de poste, ou on doit les licencier s'il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que quand on n'a pas le choix, pas d'autre choix, on y arrive. Mais là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que on a changé l'organisation et on avait des personnes qui n'avaient tout simplement pas les compétences pour les jobs qui étaient dans l'équipe. Et malheureusement, on n'est pas à Clermont-Ferrand au siège où, je dirais, il y a beaucoup de jobs différents et c'est un peu plus facile de reclasser des personnes, de trouver une alternative. Donc là, après, c'est une discussion avec l'employé qui commence pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et en l'occurrence, ça s'est plutôt bien passé parce que les personnes ont retrouvé un job rapidement. Je leur ai fait une lettre de recommandation. On a bien entendu, on a fait en sorte qu'ils puissent se reclasser avec différentes formations à côté. Et je pense que quand c'est fait avec le respect des personnes et avec du rationnel, d'ailleurs, en expliquant les faits, les gens comprennent. Il y a toujours une phase de digestion, il y a une phase un peu de deuil, de dire allez, c'est fini, mais ça peut aussi être une opportunité pour certaines personnes. D'ailleurs, je suis content de voir que c'est une opportunité de rebond. Et je rentrerai pas dans le détail de la vie privée de certaines personnes, mais il y en a qui ont vraiment fait des rebonds super intéressants. Pendant ces années à Budapest, quand je disais que j'ai appris sur moi, en fait, j'ai poussé un peu les limites en fait sur certains aspects. La conduite du changement d'une équipe comme avant, j'ai appris sur moi parce que je l'avais jamais fait avant. J'ai appris aussi sur ma gestion du stress ou de la pression. J'ai appris sur mon rapport au travail aussi. Le fait de vraiment réussir à détacher, c'est important quand même pour pouvoir rester en fait lucide, d'essayer de ne pas prendre en fait des décisions sur l'émotion. J'ai appris sur ma communication aussi. J'ai appris sur comment parler au travail, comment m'adapter aussi. J'ai appris aussi beaucoup sur la prise de décision. Donc c'est lié aux compétences professionnelles, mais je pense que ça me sert aussi beaucoup d'un point de vue personnel. Comment prendre des décisions rapidement, comment trancher. Le fait de renoncer. J'arrivais à un job où je pouvais m'occuper tout le jour, toute la nuit si je voulais en termes de charge. Donc à un moment donné, il faut trancher. Je dirais que je savais pas forcément toujours dire non avant. Ce qui fait aussi que j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses, mais en fait, c'est pas forcément bien. Le fait de choisir ses combats en fonction de l'impact des actions, c'est un point que j'ai appris ces dernières années.
Et donc ces 2 années et demie, donc venait la fin d'un cycle, il y allait avoir une nouvelle dynamique au niveau de l'équipe là-bas, donc c'était pour moi le temps de changer de position. Puis là le groupe m'a fait plusieurs propositions. J'ai eu des propositions assez différentes d'ailleurs. Donc après 11 ans, je me suis dit, je vais peut-être essayer de voir autre chose dans le groupe, peut-être une opportunité de me diversifier. Et on m'a proposé de travailler dans la gastronomie, donc le guide Michelin. Prendre un poste qui à la fois était un vrai challenge en termes de métier, parce que j'allais avoir donc la gestion d'une équipe commerciale entre autres, et un challenge en termes de domaine, parce que c'est une passion pour moi la gastronomie, j'adore ça, mais c'est pas un domaine que je connais bien. Je partais d'un domaine dans lequel j'étais le pneu, on va dire, devenu plutôt expert, après 10 ans, dans un domaine dans lequel j'étais novice. Et je me suis dit, c'est un bon challenge pour moi, je vais apprendre, je vais pouvoir me développer. Et puis j'avais aussi, cette proposition, en fait, était aussi un challenge de managérial, parce que je récupérais une équipe qui, encore une fois, un peu comme en Italie, il y a eu, alors là, c'était pas 4, c'était 5 managers en 5 ans. Pour plein de raisons différentes, de réorganisation, de départ, d'intérim suite au départ. Et donc là, mon job, c'était en fait j'étais responsable en fait de la partie business qui est liée au guide Michelin, donc la gastronomie pour le monde. J'ai commencé à travailler en juin, puis on a déménagé au mois de juillet sur Paris. Le job était en France, à Paris. Et en l'occurrence, depuis, j'ai passé quelques mois à travailler sur une nouvelle organisation, vu qu'on a un nouveau patron de la division qui est arrivé, qui a insufflé aussi une nouvelle dynamique. Là, très récemment, mon périmètre a changé. Très récemment, en fait, c'est hier. Donc, on a annoncé aux équipes que mon périmètre avait changé, qu'en fait, j'allais être maintenant directeur de ce qu'on appelle le Hub Europe. Donc, l'intégralité des activités de cette division expérience pour l'Europe. Je perds, on va dire, l'aspect mondial que j'avais. Par contre, je gagne d'autres activités vraiment intéressantes que je connais pas forcément. Donc, je garde bien sûr la gastronomie pour l'Europe. Je vais gérer aussi tout le business qu'on appelle de licensing, donc de gérer des partenaires qui produisent certains produits à la marque Michelin, des compresseurs ou enfin tout ce qu'on peut imaginer, des essuie-glaces, enfin plein de choses. Et je vais aussi donc avoir à côté un vrai challenge avec Via Michelin, donc qui est l'application et le site web, sur laquelle je vais devoir travailler sur la stratégie en fait, parce que aujourd'hui on veut créer un nouvel élan sur cet actif-là, et donc ça va faire partie de mes projets des prochains mois. Là en fait je sais pas si c'est un virage de ma carrière ou si c'est une bulle juste à part, mais en tout cas je le vois comme une super expérience pour développer des nouvelles compétences et changer un peu, c'est-à-dire avoir quelque chose de différent pendant quelques années, différent du pneu qui était mon domaine de ces 11 dernières années. Et donc du coup j'ai beaucoup de plaisir à travailler là, parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. C'est assez étanche par rapport au reste du groupe. Donc en fait je connaissais quasiment personne de cette division, donc j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, des nouveaux domaines. Je découvre ce que c'est que, je dirais, la gastronomie étoilée de haut niveau. En fait c'est un des avantages de Michelin, et là je reviens sur ce que je disais au tout départ en fait. Michelin m'avait promis un parcours. Ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui, c'est que j'ai pu changer de métier, changer de pays et développer des compétences très différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a continué de me motiver au jour le jour depuis 11 ans. Quand je regarde ces dernières années, en fait, à la fois de travail et d'études, j'ai quelques enseignements. Et je dirais le premier, c'est que tout est possible. Et en fait, on a souvent en fait ce qu'on appelle des croyances limitantes. Et si j'avais écouté ce qu'on me disait souvent, probablement que j'aurais pas fait ce parcours-là, j'aurais probablement eu des expériences très différentes. Si on a l'envie, qu'on y croit, qu'on se projette sur ce qu'on a envie de faire et qu'on se donne les moyens, globalement, ça peut fonctionner. Un autre enseignement que je retire aussi de ces dernières années, c'est que on a tous une certaine aversion au risque. Mais je pense qu'on surestime souvent les risques. On a tendance alors peut-être que c'est humain, peut-être que c'est français, peut-être plus que humain d'ailleurs. Parce que je pense pas que ce soit le cas dans tous les autres pays. Il y a des pays où cette notion est différente, dans lesquels j'ai pu aller. Je pense notamment aux États-Unis, où peut-être on a une prise de risque qui n'a rien à voir. Je pense qu'on a peur de l'échec aussi, et du regard des autres. Mais en regardant un petit peu dans le rétroviseur, je me dis, j'ai bien fait de prendre des risques et j'en ai peut-être même pas pris assez. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai changé plus récemment, en me disant, mais au final, quand on analyse un petit peu factuellement, en fait, ce qui s'est passé pendant ces années, de changer de pays avec un bébé qui a 1 mois, d'avoir
d'aller accoucher dans une clinique publique, enfin dans un hôpital public à Budapest, où ils soignaient les cadres du parti avant, avec les murs qui tombent. Probablement que c'est pas forcément toujours simple, mais est-ce que ça vaut pas le coup par rapport à l'enjeu? Si. La réponse, pour moi, elle est évidente maintenant. J'ai bien aimé l'école et quand je réfléchissais un petit peu à mon cycle, je me suis dit, si moi je suis allé en école de commerce après et qu'il me manquait quelques connaissances, pourquoi pas venir apporter ces connaissances à l'ICAM? Pourquoi pas essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice? Et donc j'ai contacté l'ICAM en leur proposant de pouvoir faire des cours avec donc un peu l'expertise que j'avais pu acquérir quand j'étais chez Michelin et dans mes autres expériences. Et donc je suis venu prester un module qui était sur le marketing, sur la stratégie. Et donc je l'ai fait pendant 4 ou 5 ans, aux dernières années, avec une partie théorique, une partie pratique, avec des cas concrets, comme s'il devait créer en fait une entreprise et comment créer un business plan pour une start-up avec toute une stratégie. Et donc je me suis amusé, ça m'a permis de rester connecté au monde scolaire, on va dire, pendant quelques années, et puis de garder un contact avec l'ICAM, un contact privilégié, on va dire. Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette nouvelle saison de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur les possibilités d'évolution d'un ingénieur, de jeune alternant à directeur dans un grand groupe, en passant par tous les métiers permettant de gravir ces échelons. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. En France, l'ICAM se trouve dans 6 sites, à Lille, à Paris-Sénart, à Nantes, en Bretagne, en Vendée et à Toulouse. Mais l'ICAM, c'est également 6 campus à l'étranger, en Inde, en Afrique centrale, en Équateur et au Brésil. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr, icam.fr, et à venir pour nous rencontrer. À bientôt!